Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 12-9-45. Voici les titres de ce journal. Plusieurs experts sont en atelier depuis mardi. Au cœur des débats, la lutte contre la désertification et la dégradation des terres. But visé, atteindre l'objectif de développement durable numéro 15. La sculpture sur pierre, plus qu'un métier, c'est une passion pour Charlie Dicou. Nous irons dans ce journal à la découverte de cet artiste qui transforme la pierre en objet d'art. Un autre métier à découvrir dans ce journal, le wedding planner. Comme son nom l'indique, il planifie et organise votre mariage dans les moindres détails. Le Bénin est bien décidé à atteindre l'objectif de développement durable numéro 15. Cet objectif relatif à la vie terrestre fait mention de la lutte contre la désertification et la dégradation des terres. Comment déclencher le changement de paradigme en matière de gestion des terres au Bénin pour un développement durable? Le thème est au cœur d'un atelier qui a démarré à Cotonou. Les détails dans ce compte rendu de Rodrigue Babagueto et Alexis Seguemo. Au total, environ 2,2 millions d'hectares de terre se sont dégradés au Bénin entre 2000 et 2010, soit en moyenne 200 000 hectares par an. La dégradation des terres fait partie des défis environnementaux majeurs et au Bénin, l'heure est à une accélération de la croissance. La production agricole, dans toutes ses dimensions, se trouve être l'un des principaux facteurs de dégradation des terres. C'est encore ce secteur qui est la principale victime des conséquences liées à ce phénomène. Il est établi aujourd'hui que si ce facteur n'est pas maîtrisé, les missions fondamentales, notamment la garantie de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que la contribution à l'économie nationale pourraient être mises à mal. Un rythme de dégradation face auquel investir dans la gestion durable des terres GDT permettra au Bénin de réaliser ses cibles fixées au plan national. Il nous faut donc impérativement redéfinir notre relation à la terre, tant au niveau local qu'aux échelles nationales et mondiales. C'est pourquoi la neutralité de la dégradation des terres NDT constitue un engagement politique mondial inscrit dans les objectifs de développement durable. Ce faisant, nous devons œuvrer pour fixer le carbone dans nos terres par des choix intégrés pour développer notre biodiversité et améliorer la capacité de rétention de nos sols. Il s'agit d'ici à 2030 de limiter à 5% la perte des terres non dégradées afin de préserver les écosystèmes terrestres et aquatiques. Toute chose qui fera de l'objectif de développement durable numéro 15 une cible atteinte dans une vingtaine d'années. La sculpture sur pierre est un métier d'art. Il consiste à façonner des morceaux de pierre ou des roches brutes en objets d'art. Depuis qu'il s'est donné à ce métier, Charlie Dicou s'est découvert une passion. Elonia Dalmeda et Bernol Djogbe ont fait un tour dans son atelier. Voilà, je vous invite à suivre leur reportage. Râper, limer et poncer. Pour Charlie Dicou, sculpteur de pierre, c'est toujours le même rituel. De l'ébauche à l'œuvre d'art, il s'agit de façonner des formes et des volumes par le taillage de la pierre. La pierre, moi, je la considère comme une mousse. Je ne l'ai jamais vue dure. Pour moi, elle doit prendre une forme. À la manière d'un gémologue, le sculpteur sélectionne minutieusement les pierres nécessaires à la création de ses œuvres. Des pierres issues de carrières des vallées de Djidja, Savet ou encore d'Assa, qui, selon lui, font la richesse du Bénin. Je n'ai pas commencé par la pierre, j'avais fait l'argile. De l'argile, je suis allé au ciment, du ciment, bois, bronze, tout ça. Je vois qu'avec la pierre qui est au moins à 60% de notre territoire, de différentes qualités et de belles pierres en plus, de marbre, de granit, de volcanique, tout ça là. Donc il vaut mieux en exploiter et donner goût à mes confrères sculpteurs de bois d'aller à la pierre.
Et pour l'artiste, l'histoire se met bien souvent au service de la sculpture, comme en témoignent ses nombreuses productions telles que le Guélédé ou encore le monument de Toussaint Louverture à Alada, référence majeure de l'héritage culturel béninois. Je puise dans mon histoire, dans l'histoire de Dahomey par exemple, dans l'histoire de Porto-Novo, de Ouida, tout ça là. Moi j'utilise tout ce qui est utile dans notre culture pour pouvoir transmettre autrement dans la pierre. Avant-gardiste, le sculpteur a décidé depuis peu de mettre en avant son art à petite échelle auprès des habitants de son quartier à travers la création d'un espace détente et d'une mini-galerie, véritable extension de son atelier, voire vitrine de la riche collection d'œuvres qu'il propose aux amateurs d'art. Moi, j'ai créé cet espace d'abord pour exposer mes œuvres dans ma galerie et partager. Et si on dit aujourd'hui que l'Africain ou bien le Béninois n'achète pas l'art, ce n'est pas de sa faute parce que ce n'était pas dans sa culture. Une initiative qui force l'admiration de tous, notamment des plus jeunes, à qui Charlie Djikou souhaite tout particulièrement éveiller l'attachement au patrimoine historique béninois et plus largement la passion pour l'art sculptural. D'un métier à un autre, et cette fois, on se retrouve dans l'industrie du mariage qui compte désormais de nouveaux prestataires. Aujourd'hui, le Wedding Planner organise votre mariage du début jusqu'à la fin. Il est le principal acteur pour la réussite de cet événement spécial. Zoom sur ce métier peu connu des Béninois dans ce reportage signé Xavier Pelagi et Igor Ayoso. Avoir une personne disponible capable de planifier et d'organiser un mariage, c'est aujourd'hui possible à Cotonou grâce au service d'un wedding planner. Nous aidons les gens à amener leur mariage à bien. Ils viennent vers nous, en l'occurrence pour les conseils, le choix de la robe, on les aide à choisir la robe selon l'individu. Parce qu'une mariée, par exemple, qui est corpulente comme moi, ne peut pas porter la robe d'une mariée svelte, d'une femme svelte. Donc, le choix de la robe varie, n'est-ce pas, selon la morphologie de la cliente. Pour faire face aux difficultés rencontrées dans l'exécution de leurs tâches, une association a récemment vu le jour et compte plus de 20 membres. On demande souvent aux étudiantes d'avoir vraiment la passion. Si vous n'avez pas la passion, vous ne pouvez pas faire ce boulot. Parce que les clients vous traitent comme si vous étiez les boys. Ils oublient au fait. Et il faut avoir la patience. Parce que la cliente peut crier sur toi. Tu n'es pas sa domestique. S'offrir les services d'un wedding planner est idéal pour cette génération de femmes très occupées qui doivent concilier vie professionnelle et vie de famille. J'ai une amie qui a été satisfaite de leurs prestations et je suis venue aussi parce que j'ai un mariage en vue. Le wedding planner tire son origine de la culture américaine. Aux États-Unis, on estime à 75% les mariages organisés par les wedding planners contre 20% en France. Le Nigeria détient quant à lui le meilleur record en Afrique où le métier est en pleine expansion. Il y a les Béninois qui viennent de l'extérieur pour venir se marier. Eux là, c'est systématique parce que c'est déjà une culture qui est là-bas. Donc c'est systématique. Maintenant, de bouche à oreille, il y a un wedding planner qui a organisé mon mariage. Le wedding planner est certes très indispensable pour la réussite d'un mariage, mais s'offrir ses services n'est pas chose aisée. Son prix varie selon le budget du client et la qualité des prestations dépend de son portefeuille. Ce métier nécessite tout de même un minimum de formation professionnelle, bien sûr, pour garantir aux clients des services de qualité. Quand on commence par parler du wedding planner, les futurs mariés ont comme l'impression qu'en réalité, on vient pour gonfler leur budget, alors qu'en réalité, le wedding planner, c'est cette personne-là qui devrait pouvoir vous aider à trouver le meilleur, mais à un coût intéressant.
On prend à présent la direction du Togo. Le Togo et le Qatar annoncent qu'ils vont signer prochainement un protocole d'entente dans les domaines économiques, commerciaux et techniques. Les deux pays prévoient également un accord de coopération sur la réciprocité en matière de promotion et de protection des investissements. Ces actions visent à dynamiser la coopération économique entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays. Par ailleurs, les deux parties se sont engagées à mettre en place un mécanisme de consultation diplomatique périodique en vue de développer cette coopération. La société Énergie du Mali, EDM, la compagnie nationale en charge de la fourniture électrique, demande aux consommateurs industriels d'éteindre leurs machines entre 18h et 2h du matin lors de la prochaine canicule. La nouvelle est annoncée pour s'étendre du 1er mars au 31 juillet 2018. La compagnie espère que cette consigne sera respectée afin de lui permettre de poursuivre la desserte des petits consommateurs tout au long de la période. À défaut de quoi, elle sera obligée de mettre en place des plans de délestage qui toucheront toutes les couches de sa clientèle. C'est l'un des poissons les plus prisés au Japon. Le saumon est presque dans tous les plats, mais son élevage reste difficile en mer dans le pays. Une start-up s'est lancée à la conquête de ce marché en installant un nouveau dispositif de production. Reportage. Dans ce grand bassin rempli d'eau, s'agitent des centaines de saumons. Ils ont entre 2 et 3 mois. Tessuro Sogo, la trentaine, en est l'heureux propriétaire. Dans cette ferme, nous élevons des saumons en utilisant uniquement l'eau de robinet. Jusqu'à aujourd'hui, il fallait avoir recours à l'eau de mer. Grâce à ce système de filtrage haute performance, l'élevage peut se faire en recyclant une même eau de robinet qui circule en circuit fermé. Des techniques nouvelles de pisciculture expérimentées par la start-up pour ainsi accroître la production de saumon et conquérir le marché japonais. Il nous faut réduire les coûts. Donc notre stratégie est de nous établir dans une chaîne de production-consommation locale grâce à la mobilité de notre système. La consommation de saumon a explosé dans le monde depuis les années 80. Pour satisfaire cette demande, l'élevage a progressivement supplanté la pêche et se pratique principalement dans des fermes installées en mer. Mais cette technique se révèle très difficile au Japon en raison des eaux qui sont très chaudes en été. Tessuro Sogo, avec ses installations, a peut-être trouvé la panacée. Merci de nous avoir suivis. C'est ici que prend fin le 1945. Je vous retrouve demain pour de nouvelles informations d'ici et d'ailleurs.